Maintenant, on va parler d'un sujet qui est vraiment un sujet de société et pas de technologie comme on a pu en parler tout à l'heure. C'est un fléau qui atteint toutes les activités de la société, aussi bien les transports, et dans les transports, ce qui est relativement nouveau aussi, les avions, mais aussi des secteurs comme la banque, les enseignes de distribution, les hôpitaux, et aussi tout simplement qui affecte la vie quotidienne des habitants. Je veux évidemment parler des incivilités. Alors c'est un fléau, un phénomène qui se manifeste de manière plus ou moins violente, plus ou moins grave, mais qui pourrit la vie quotidienne. Cela va de l'insulte, j'allais dire la simple insulte, mais c'est pas si simple que ça, à la menace et jusqu'à l'agression physique plus ou moins grave. Alors, j'ai fait appel à plusieurs acteurs en première ligne sur ce sujet, et puis à des experts. Donc, tout d'abord, Juliette Troquier, qui est directrice générale adjointe du GPIS, c'est-à-dire le Groupement parisien interbailleurs de surveillance, qui est un GIE qui assure la surveillance de 165 000 logements, si je ne me trompe pas, et réunit 12 bailleurs sociaux et qui a un budget donc de sécurité de 18 millions d'euros par an, si j'ai bien cherché les bonnes informations. Je voudrais aussi appeler à côté de moi Jean-Marc Pochbonne, qui est commandant de police honoraire à Marseille et qui est donc un spécialiste des incivilités. Et à ma droite, donc, Philippe Leclerc, qui est directeur des programmes sûreté du pôle SAFE, un pôle de compétences qui rassemble à peu près 500 adhérents venus surtout de la high-tech. Mais vous allez justement nous expliquer pourquoi la high-tech peut lutter contre les incivilités. Je vous passe la parole en premier, Juliette Troquier. Racontez-nous un petit peu quel est votre quotidien et comment vous gérez ces incivilités qui, je pense, sont assez répandues dans les milieux où vous intervenez. Oui, alors merci, bonjour à tous. Donc le GPIS, comme vous l'expliquait Monsieur A, c'est un groupement d'intérêt économique au sein duquel les bailleurs sociaux parisiens ont mutualisé leurs moyens financiers notamment afin d'assurer la sécurité et la tranquillité résidentielle des locataires du parc social. Donc on travaille uniquement, exclusivement dans le parc social, c'est-à-dire dans les HLM parisiens et de Petite Couronne depuis septembre dernier. Ce groupement a été créé en 2004 sous l'impulsion de la ville de Paris afin donc d'assurer cette tranquillité résidentielle. Et c'est une structure qui existe grâce à l'article L614-1 du Code de la sécurité intérieure. Donc on est vraiment sur des questions de sécurité des personnes et des biens. Sur la question des incivilités, donc, comme vous le disiez, une incivilité, c'est un comportement qui contrevient aux règles de société qui peuvent aller donc en effet de la simple, encore une fois, toute chose égale, voilà. Donc la simple insulte jusqu'à l'agression physique. Et nos moyens d'intervention, nous, ce sont des interventions sous forme de patrouilles qui interviennent la nuit pour maintenir l'autorité du bailleur et le respect du règlement intérieur de l'immeuble sur lequel nous intervenons. Donc nos patrouilles interviennent de 16h à 5h du matin, puisque ce sont les périodes, les tranches horaires sur lesquelles les gardiens d'immeubles ne sont pas présents. Donc nous intervenons sur appel de locataires. Donc on a un centre des opérations qui reçoit les appels et chaque appel donne lieu à une intervention de notre part. Nos agents sont agréés par la préfecture de police à porter des armes de catégorie D. C'est-à-dire, parce qu'il y a des gens qui ne savent pardon, pas. Alors, armes de catégorie D, alors il y en a plusieurs, mais nous spécifiquement, ils sont armés de bâtons télescopiques et de conteneurs lacrymogènes d'une contenance de 100 millilitres. Bien que l'objectif de nos interventions soit évidemment de ne pas les utiliser, puisqu'on est un peu à la croisée des chemins entre la médiation et l'action plus
plus autoritaire, dans la mesure où on a vraiment un objectif de désescalade, c'est-à-dire que la globalité des incivilités que l'on rencontre, nous, c'est l'occupation des parties communes, des groupes de jeunes qui squattent les halls, voilà, pour le dire plus clairement, et les nuisances sonores. Donc là, notre rôle, c'est vraiment la désescalade, la discussion. Mais là où s'arrête le rôle de médiation, c'est que nous, les personnes, à la fin de notre intervention, de toute façon, elles sortent du patrimoine. Elles sortent des parties communes et elles sont évincées des lieux qu'elles occupent. Alors on a un champ de compétences qui est très, très, très bien limité, puisque on n'a pas de prérogative de puissance publique. Donc si la tension monte trop, on a un partenariat qui est très fort avec les services de police. Donc en cas d'agression, nous, on saisit tout de suite la préfecture de police qui nous envoie des patrouilles et qui prend le relais avec bien sûr la sécurisation de nos équipes. Donc voilà un peu sur le traitement des incivilités qu'on a au quotidien. Et alors justement, vous pouvez nous donner quelques chiffres sur le nombre d'interventions par jour ou par semaine, enfin... Alors, on intervient, donc, comme je vous disais, en priorité par appel de locataires. Donc en moyenne, on reçoit entre 120 et 130 appels par nuit, donc, et chaque appel donne lieu à une intervention. Et ensuite, on peut intervenir sous forme de ronde d'initiative ou à la demande des bailleurs. Donc en tout, on va être aux alentours de 150 interventions par nuit. Chaque intervention, c'est une patrouille avec quatre agents à l'intérieur, un chef d'équipe, 3 agents mobiles. Donc c'est vraiment, voilà, on ne fait pas de garde statique, on ne reste pas sur les sites, on intervient et on quitte les lieux. Et parmi ces patrouilles, on a environ 14 patrouilles cynophiles, donc avec des chiens de défense. Alors Jean-Marc, merci. Jean-Marc Rochebonne, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu de perspective sur l'évolution des incivilités dans la société depuis quelques années? Quels sont les phénomènes qui ressortent? Bonjour à tous. En fait, ça a évolué, et ça a toujours existé, je pense. Je ne suis pas remonté assez loin, mais ça a toujours existé. Mais c'était très ciblé à une époque. Et depuis quelques années, alors je ne sais pas si c'est... Alors c'est mon jugement personnel. Est-ce que la société est devenue très individualiste et les gens ne pensent qu'à faire passer leurs besoins avant ceux des autres et de la collectivité? Et donc on a remarqué, nous... je ne suis plus en activité, mais je me tiens au courant de tout. Et ce que je veux dire, c'est que depuis la période dite du Covid, ou de la Covid, je ne sais pas, les gens se sont repliés sur eux et on a remarqué qu'il y avait une augmentation importante dans tous les secteurs. Alors, par toutes les personnes, de quelque sexe que ce soit, de quel âge que ce soit, des origines et tout le monde est énervé, quoi, dès qu'on fait une petite remarque ou qu'on empiète un peu sur le petit environnement qu'ils ont tout de suite, là. Donc en fait, je pense que si... le problème, c'est que les incivilités, elles ne sont pas réellement sanctionnées. C'est-à-dire, vous prenez le code pénal, il n'y a pas de... Vous ne voyez pas, celui qui a fait ci et ça, c'est une contravention ou un délit. Il n'y aura jamais écrit, voilà, il a insulté quelqu'un. Ça rentre dans les injures, mais si c'est systématique, pardon. Et donc, en fait, il n'y a pas une véritable liste des incivilités, quoi. Donc, en fait... Excusez-moi de vous interrompre. Il y a des situations qui ne sont pas gérées de la même façon. Par exemple, on en parlait hier avec Philippe Leclerc, il est possible de manger dans un train, exact, alors que c'est interdit dans le métro. Voilà, exactement. Donc, oui, c'est une question d'appréciation et surtout des entreprises ou des gens dans la rue. Voilà. Est-ce que c'est parce que la mentalité de l'individu, qu'on est tous, est-ce qu'on a envie que les gens vous bousculent, qu'un chien fasse ses besoins devant vous sans que personne ne dise rien? En fait, c'est une prise de conscience individuelle qui va peut-être faire changer les mentalités. Est-ce que c'est possible? Je ne suis pas sûr. Donc, oui, allez, je suis optimiste. L'individu sera obligé l'individu qu'on est, nous, si vous voyez quelque chose, une incivilité, le fait de le dire déjà, c'est peut-être une première approche en disant aux gens, on ne jette pas sa poubelle par la fenêtre, quoi. À une époque à Marseille, je ne sais pas s'il y a beaucoup de Marseillais, mais de temps en temps, vous passiez dans les rues et vous aviez un sac poubelle qui tombait à l'aplomb de l'immeuble. Donc c'était un peu, c'était assez indélicat, quoi, on va dire. Donc maintenant, il faut toujours faire remarquer aux gens le truc. C'est là que ça peut dégénérer.
Et quand ça vous dégénère, eh ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, déjà, il faut prendre un peu de recul. Hein. Vous savez que vous allez certainement vous affronter, peut-être physiquement, mais au moins verbalement au départ. Ben, vous avez un petit recul. Vous dites, voilà, monsieur, madame, votre chien a fait ses besoins par terre. Est-ce que vous ne pourriez pas ramasser? Ben, je ne te regarde pas. Enfin, voilà. C'est tous ces trucs, c'est tous ces petits riens qui vous pourrissent la vie. En fait, c'est pas gravissime, mais ça peut dégénérer. Voilà. Merci. Philippe Leclerc, alors vous êtes vraiment dans le monde de la high-tech. Quel peut être justement le rôle de la sécurité électronique, enfin des systèmes de sécurité électronique dans la lutte contre les incivilités? Bonjour à tous. Alors, je vais reprendre. Vous avez dit que je travaillais pour un pôle de compétences. C'est vrai, mais c'est surtout un pôle de compétitivité. Oui, pardon. Et l'objectif est de créer de la valeur sur le territoire national. Moi, je travaille sur la sûreté et la sécurité. Et ma mission, c'est d'identifier des pépites technologiques des entreprises en phase de développement sur des nouvelles technologies. Et de les aider à se développer, de tester leur matériel, de voir si elles correspondent à des besoins du marché et d'expérimenter en conditions réelles. L'Olympique de Marseille l'a évoqué tout à l'heure. On conduit des expérimentations pour voir si ces technologies sont adaptées, si elles répondent à des cas d'usage et puis s'il faut les faire évoluer. Alors bien évidemment, l'incivilité étant un phénomène qui touche toutes les strates quasiment de la société civile, des collectivités, de tout organisme public qui accueille du public en général. Il est nécessaire, c'était un besoin de se pencher sur ces technologies et de voir comment la technologie pouvait apporter une réponse. Alors oui, la technologie peut apporter une aide, ça ne sera pas la réponse unique, bien évidemment, mais dans beaucoup dans la gamme des incivilités, puisqu'encore une fois, l'incivilité, on a du mal à la décrire. Hein, l'incivilité, c'est l'absence de salut. Je ne dis pas bonjour, ça peut être considéré comme une incivilité. Donc ça va d'un extrême à l'autre. On essaye de couvrir un maximum de champs. L'intérêt de la technologie, ça va être d'une part d'avoir un effet dissuasif. Lorsqu'on sait qu'il y a des caméras, lorsqu'on est informé qu'il peut y avoir une réaction parce qu'il y a une organisation sécurité derrière un guichet d'accueil, lorsque l'on voit ces dispositifs, c'est déjà un premier point, un premier pas sur la dissuasion. Ça va peut-être freiner certaines personnes dans leur capacité à franchir un seuil. Et puis pour les autres, ça peut être aussi un élément de preuve. Lorsque ça va trop loin, lorsqu'il y a une enquête qui suivra l'incivilité, l'acte de violence, c'est la recherche de la preuve par la vidéo, par le son, qui va servir à lutter contre ce phénomène de manière globale. Alors vous mettez ça vraiment en pratique au GPIS, puisque vous avez largement investi de façon massive dans un grand PC de sécurité, enfin que vous appelez autrement, je crois, qui fait des tas de choses, et notamment la connexion entre le personnel d'intervention et le poste de commandement. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, alors je rejoins tout à fait ce que vient de dire Monsieur Leclerc sur l'aspect très important, voire indispensable aujourd'hui de la lutte contre les incivilités grâce aux nouvelles technologies. Puisque alors nous, au GPIS, on a investi sur un nouveau système d'information qui s'appelle IRIS, qui a été co-créé à la fois par nos services qui ont exprimé un besoin et par un consortium de start-up françaises, donc 5 start-up qui ont concaténé plusieurs applications qui nous permettent donc d'avoir cette main courante, donc à la fois pour sécuriser nos patrouilles, donc sous forme de main courante informatisée, donc comme connaissent bien les services de police. On a donc un centre des opérations qui reçoit les appels et qui déploie les patrouilles grâce à ce système d'information par l'envoi de missions sur des tablettes en fonction donc des commandes à la fois des locataires et des bailleurs. Sur la protection des patrouilles, on a aussi donc incrémenté une géolocalisation de nos patrouilles sur l'ensemble du territoire que nous couvrons pour que le centre des opérations puisse assurer un nombre suffisant de patrouilles par secteur, qu'en cas de difficulté, on puisse rapidement venir en renfort.
mais également sur l'aspect renfort de la sécurisation de nos patrouilles, l'incrémentation d'une application qui nous permet d'avoir une géolocalisation en 3D des sites que nous surveillons, notamment pour les sites qu'on ne connaît pas. Alors les sites parisiens, on les connaît bien, mais depuis, comme je vous disais, depuis septembre, nous avons élargi nos activités sur la petite couronne parisienne, donc sur 17 communes du 92, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Donc des cités qu'on connaît moins et pour laquelle la supervision 3D nous est très intéressante et permet aux opérateurs de pouvoir voir, pendant que les patrouilles se déplacent, la configuration d'un site. Sur l'aspect aussi sécurisation de nos patrouilles, nous avons également... nous sommes en projet de déport des images de vidéosurveillance des bailleurs sociaux vers nos centres de commandement. Puisqu'on a installé un mur d'images également qui nous permet de pouvoir intégrer tous ces flux vidéo vers notre centre. Et enfin, cet outil est également un guichet unique qui nous permet de faire du reporting à l'égard des bailleurs sociaux, mais aussi des services de police qui ont accès à cet outil et des mairies qui peuvent vous suivre en quasi temps réel notre activité, le nombre d'interventions qu'on a réalisées dans la nuit, les différents dysfonctionnements qu'on a pu constater sur le patrimoine, le nombre de personnes qu'on a dû évincer, voilà, le nombre de portes cassées, etc. Donc ça, c'est aussi très intéressant pour eux. Enfin, cet outil nous permet de faire de la prospective puisqu'il intègre des éléments qui permettent à une partie de notre service, donc, qui s'appelle la direction de la valorisation et qui est composée d'analystes, qui va récupérer toutes ces données statistiques du terrain, les mettre en valeur grâce aussi aux informations qui proviennent du terrain même, les agents qui peuvent constater des regroupements récurrents, des éléments qu'on n'entre pas dans la main courante, et aussi des éléments, des données sociodémographiques, des données relatives à la criminalité qui sont intégrées directement dans notre outil IRIS grâce à une autre entreprise qui nous permet d'avoir une mise à jour quotidienne, je sais pas, du taux de scolarisation dans un immeuble, du taux de chômage, etc. Donc ça nous permet aussi, nous, de faire des notes beaucoup plus qualitatives à l'égard de nos bailleurs. Donc voilà ce système dont on est assez fier, qui marche très bien et surtout qui est exactement adapté à nos besoins puisqu'il a été co-créé en tout cas par nous et nos équipes. Voilà. Très bien, merci. Jean-Marc Pochbonne, je voudrais qu'on parle d'une catégorie de personnes dont on n'a pas parlé là jusqu'à présent, qui est aussi la cible de beaucoup d'incivilités, ce sont les élus. Et il y a un sondage qui est sorti la semaine dernière, je crois, de l'AMF, l'Association des maires de France, disant que les incivilités à l'encontre des élus avaient augmenté de 15% l'année dernière, dont la moitié sont des outrages, 40% des menaces et 10% des violences. Et que 75% des cas recensés découlent de relations directes entre l'administré et l'élu. Qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est la fin du respect de l'autorité ? C'est quoi ? Alors, je ne sais pas si on peut dire que c'est la fin du respect de l'autorité vis-à-vis des élus. Je pense qu'elle est partagée un peu dans tous les secteurs. Les élus, bah oui, eux, ce sont des personnes qui sont au contact direct. Vous êtes dans la rue, quelqu'un vous bouscule, ça vous plaît pas, il y a échange de verbes et après de coups. Dès l'instant où on n'a plus le vocabulaire, on passe à l'acte de la violence. Donc, ce qu'il y a chez les élus, le problème, c'est qu'ils sont isolés et on ne pourrait pas penser qu'un élu aille dans la rue avec deux flics municipaux ou nationaux qui soient continuellement derrière lui. Ça donnerait à ses interlocuteurs peut-être une image un peu négative de l'élu. Le problème, c'est que vous êtes face à des gens qui sont de plus en plus individualistes. Et le sens du collectif, je pense qu'il est plus ou moins abandonné. Et quand on demande un permis de construire qui a été refusé 3 fois, c'est vrai que légitimement, peut-être, si le dossier a été bien constitué, peut-être on est en droit de regimber. Mais le problème, c'est que passer à l'acte, quand je dis à l'acte physique, ça peut faire sourire, mais à l'acte de violence vis-à-vis d'un élu, je pense que s'il n'y a pas de condamnation derrière, ça ne mène à rien. C'est-à-dire que l'idée de la sanction, elle doit être plus forte que la sanction. Enfin, c'est ce que disait, quand j'ai appris ça en droit, c'était Beccaria qui disait que l'idée, dire aux gens qu'il y a une sanction possible, ça leur fait plus de mal. Donc,
a priori, ils ne font rien parce que la sanction peut leur tomber dessus. Donc en fait, est-ce que dans tous ces dossiers de violence vis-à-vis des élus, est-ce qu'il y a des condamnations ? Il y en a quelques-unes, mais après, est-ce que c'est trop long ? Il n'y a pas l'exemplarité. Et donc, en fait, les élus devraient normalement systématiquement déposer plainte. Alors, moi, je suis ancien policier et puis je continue quand même à la réserve opérationnelle. Le truc, c'est que si personne ne dépose plainte pour des incivilités, pour des coups et blessures, pour des insultes, des menaces, etc., la police, elle ne le sait pas. Donc, si vous n'avez pas une information, ben, personne ne peut œuvrer pour vous aider. Hein. Il faut savoir que la police, elle aide les victimes. Hein. Il n'y a que dans les films où ça ne va pas. Donc, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'un élu, il faut qu'il dépose plainte systématiquement. Alors, j'ai lu des articles d'élus qui, en fait, s'étaient fait bien casser la figure. Eux ont déposé plainte parce qu'ils ont eu des jours d'ITT, etc. Mais il y en a d'autres pour des insultes, ils ne vont pas déposer une plainte. Alors, il faudrait peut-être inventer un système pour faciliter ce... alors, il existe l'anonymisation des plaintes, etc. Et donc, essayer de pouvoir que les élus puissent, à la limite, pour éviter d'avoir une surenchère de coûts ou de malveillance, qui puissent déposer une plainte, peut-être anonymisée, tout en disant qu'il y a une plainte qui a été déposée, quoi, mais qu'on le sache. C'est l'exemplarité, pardon. Oui. L'exemplarité, toujours. Philippe Leclerc, est-ce que c'est possible, ça, des systèmes qui automatisent... oui, mettez bien votre micro contre la bouche, qui automatisent justement les dépôts de plaintes? Alors ça existe déjà, hein. On a des pré-plaintes qui sont en ligne. Après, je pense que rien ne vaut aussi la confrontation avec un OPJ pour éviter les débordements. Mais on le voit bien, il y a une augmentation de ces actes d'incivilité et en nombre. Et je dirais dans leur constitution, c'est-à-dire que, et là, Jean-Marc, peut-être tu pourras dire quelque chose plus tard, mais le phénomène d'incivilité, la montée en puissance, s'est raccourci. C'est-à-dire qu'auparavant, les forces de l'ordre, les guichetiers, pouvaient percevoir un mouvement d'énervement progressif, un peu inscrit dans le temps, il fallait plus de quelques minutes pour réagir. Aujourd'hui, ce phénomène est beaucoup plus concentré. Alors c'est lié certainement à plusieurs facteurs, à la société, au post-Covid, à d'autres facteurs. Et en quelques minutes, mais de l'ordre d'1 à 2 minutes, les gens peuvent passer à l'acte de manière très violente, avec des armes, avec de la violence physique. Et comme tout dispositif de sécurité, il faut intervenir avant ce passage à l'acte. Un mur est là pour ralentir les gens et permettre d'intervenir, de se donner le temps d'intervenir pour les arrêter avant d'arriver à la cible. Pour les incivilités, c'est pareil. La technologie vise aussi, on a parlé de prévention, de dissuasion, mais la technologie vise à raccourcir ce temps d'intervention lorsqu'il y a une agression. Alors ça se passe comment concrètement? C'est du plus simple, le bouton d'alarme du guichetier qui va être derrière, ça a tendance à se multiplier, ça fonctionne. Un bouton d'alarme qui va renvoyer soit aux forces de l'ordre, soit à un niveau, à un N+1 supérieur. C'est très vrai dans les banques, par exemple, les banques, au guichet des banques, dans certaines banques, pas toutes, lorsqu'il y a une montée en tension, les guichetiers peuvent appuyer pour que le directeur ou un des responsables puisse commencer à tendre l'oreille ou être sensibilisé au fait qu'il se passe peut-être quelque chose. Ça, c'est une des premières des réponses les plus simples, mais qui a aussi la vertu de rassurer le personnel. C'est une prise en compte finalement par la direction, par le chef de site, de la protection de son personnel. Donc le bouton d'alarme, les caméras, évidemment. Alors les caméras avec des algorithmes, de l'intelligence artificielle derrière, qui vont pouvoir détecter des situations anormales. C'est dans une banque, clairement, c'est une alarme si les gens lèvent les bras. Bon, il y a de moins en moins de braquages de banques de la sorte, mais dans les bijouteries, ça peut fonctionner. Et puis, on a aussi le développement de l'analyse sonore. On a des sociétés françaises qui développent des algorithmes, qui développent des solutions d'analyse de la voix. Dans
dans l'intonation, dans la rapidité d'exécution, et qui permettent de prévenir et d'anticiper. On arrive aujourd'hui, ça c'est des retours de responsables sécurité d'agences bancaires, à ces 2 minutes de gain sur une montée de violence qui peut être stoppée avant d'en arriver à une extrémité. Merci. Juliette Troquier, Jean-Marc Pochbonne tout à l'heure a parlé des sanctions. Alors il y a quelque chose qui va changer, qui est en train de changer d'ailleurs dans votre milieu, si je puis dire, puisque il y a d'autres groupements interbailleurs en France. Il y a le groupement interbailleur de Toulon qui s'appelle le groupement interquartier de tranquillité et de sûreté, je ne sais pas si vous le connaissez, qui a constitué une première, c'est que grâce à la loi sur la sécurité globale, les agents vont pouvoir mettre des sanctions aux individus qui commettent des incivilités. C'est une première en France, et je crois depuis le 1er mars à Toulon, et ce sera bientôt le cas à Montpellier. Est-ce que ça va être la même chose pour le GPIS ? Alors, le gîte est à Toulouse. Oui. Donc, en effet, la loi sécurité globale, mais en fait, tout ça s'intègre dans une logique du gouvernement, du fameux continuum de sécurité, c'est-à-dire donner aussi plus de pouvoir aux acteurs qui peuvent arriver en soutien à la police nationale et aux services de sécurité régaliens en général. Donc la loi sécurité globale prévoit la sermentation des agents relevant du fameux article L614-1 dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les agents qui sont chargés d'assurer la sécurité du parc social. Donc le GPIS est bien évidemment concerné. En fait, cette assermentation, elle se fait en plusieurs temps. On doit d'abord donc former les agents. Donc nous, on vient d'obtenir l'autorisation par la direction du travail d'être centre de formation. Donc on est en cours de formation de nos agents. Ensuite, ces agents sont commissionnés, puisqu'on est un peu sur le même principe que les gardes particuliers assermentés, qui donc doivent être autorisés en fait par le propriétaire à assurer la garde des locaux dont ils assurent la surveillance. Donc ils seront ensuite commissionnés par les bailleurs et à travers eux par notre directeur général. Ensuite agréés par le préfet de police, donc on a une nouvelle demande d'agrément, et ensuite ils prêteront serment devant le tribunal judiciaire pour enfin pouvoir relever des infractions sur le patrimoine social. Alors ce sont des infractions limitées uniquement à tout ce qui concerne la dégradation du patrimoine. Donc les dépôts de détritus, les tags, etc. Donc on n'est pas encore sur des relevés d'infractions pour tout ce qui relève de nuisances sonores. Ce sera peut-être une prochaine étape dans le cadre d'une prochaine loi, on verra. Mais en tout cas, voilà, on s'est beaucoup battu pour obtenir cet amendement dans le cadre de la sécurité globale et on en est très content. Et donc là, on est dans le processus. Donc normalement, d'ici le 3e trimestre, nos agents pourront aussi relever ces infractions et les transmettre au parquet en vue de verbalisation des personnes. Voilà, parce qu'il faut dire que ce n'est pas les agents qui vont décider du montant de la sanction. Hein, non, les procès-verbaux sont transmis à l'officier du ministère public pour les contraventions allant de la 1re classe à la 4e, ou pour les contraventions de 5e classe, elles sont transmises directement au procureur de la République. Mais ensuite, le traitement, c'est la justice qui décide déjà d'infliger une peine ou pas, et ensuite le montant de cette contravention. Alors, Philippe Leclerc, il y a un aspect qui se pose, c'est la formation du personnel qui peut être victime, après coup, si je puis dire, d'une incivilité ou plutôt en prévention. Alors, qu'est-ce que c'est les grands thèmes comment on gère une formation comme ça pour le personnel de lutte contre les incivilités ? C'est quoi les grands principes ? La formation, c'est un enjeu majeur, hein, ça rentre dans le cadre de la prévention. C'est comment réagir à une attaque verbale dans un premier temps, comment la neutraliser ou l'amoindrir, et enfin, comment se protéger. Donc c'est un triptyque, il y a des sociétés qui savent très bien faire ça, il y en a dans la salle. Et c'est un enjeu majeur pour justement les chefs d'entreprise qui souhaitent améliorer la qualité de vie au travail et protéger tout simplement leurs salariés, puisque c'est une obligation légale. Alors Mathieu Navarro n'est pas là pour nous parler, pour nous donner d'exemples, c'est le responsable de l'hôpital de Cannes, mais j'ai eu l'occasion de travailler avec lui, avec d'autres, avec des responsables d'agences bancaires, avec du retail. Et je voulais juste, pour illustrer aussi
le spectre des incivilités, vous dire, c'est pas seulement les insultes, les crachats qu'on peut avoir dans les hôpitaux, mais la violence peut monter très vite. C'est de l'agression physique au comptoir, des comptoirs d'embarquement d'aéroports, des gens qui se font, des hôtesses qui se font taper, qui se font courir après, qui doivent se réfugier dans leurs espaces protégés. Ce sont des gens qui, dans les agences bancaires, à qui on refuse un prêt parfois symbolique de 40 ou 50 euros, qui sortent acheter de l'alcool à brûler, qui reviennent, qui aspergent les employés de la banque et qui mettent le feu. Ça, c'est du cas concret. Dans les aéroports, c'est un phénomène assez nouveau. C'est des gens qui arrivent et qui estiment que soit ils sont en retard, soit ils n'ont pas à faire la queue, qui appuient sur les issues de secours et qui descendent sur le tarmac pour aller prendre leur avion. Alors, ne me demandez pas ce qui leur passe par la tête, mais c'est un phénomène nouveau. Ce n'est pas des cas isolés, ça arrive plusieurs fois par semaine. Et au-delà du côté anecdotique, on peut imaginer qu'il n'y a pas de mise en danger de la vie d'autrui, mais derrière, il y a tout un processus de contrôle du tarmac par la gendarmerie, par les autorités de police pour vérifier qu'il n'y a pas eu d'objets abandonnés, qui ont des conséquences très importantes sur le trafic aérien. Donc il faut lutter vraiment dans tous les aspects. Et c'est là que la vidéo et certains systèmes entrent en jeu, c'est l'hypervision, c'est la supervision, c'est l'interconnexion de tous ces systèmes de vidéo, d'analyse, de remontée d'alarme très rapide, parce qu'on a beaucoup de caméras, mais généralement il y a quelques paires d'yeux devant ces caméras. Donc il faut avoir des intelligences qui vont identifier le mouvement anormal, le cas non conforme, permettre de remonter cette alarme, cette image, et d'intervenir en conséquence sur des tablettes portées par des agents de sécurité qui vont intervenir au plus près, qui vont comprendre instantanément quelle est la situation, comment agir. Et pour revenir à votre question, cette formation, elle est aussi importante pour les agents. Demain, c'est ces agents de sécurité qui aujourd'hui, on considère, ont des tâches peut-être basiques de contrôle d'accès, de vérification de badge. Demain, il faudra une combinaison homme-machine, cyber, hypervision, robots, vous avez des robots, la conduite de drones peut-être. Et c'est cette combinaison, cette valorisation de la profession d'agent de sécurité qui va aussi servir à prévenir tous ces actes de montée en puissance. Que des agents soient assermentés, qu'ils aient un certain pouvoir, je pense que ça a participé de la baisse de ces incivilités, en tout cas je l'espère. Et la techno, c'est une des réponses, mais encore une fois, c'est l'éducation, la prévention, la réponse policière, la réponse juridique. Voilà, ça s'inscrit dans un chaînon, mais à mon sens, même si l'homme ou la femme garde une place centrale, la techno peut apporter une aide utile. Alors pour continuer sur les formations pour lutter contre les incivilités, j'ai vu que le GIGN faisait des formations aux incivilités. Alors est-ce que c'est le rôle d'un groupe armé qui est destiné à lutter contre le terrorisme à parler des crachats dans la rue? Alors, je ne parlerai pas du GIGN puisque je ne connais pas, mais enfin, je connais un peu. Oui. Enfin, vous voyez le genre de groupement casqué avec. Moi, je vous parlerai plutôt des formations faites par la police. Donc, il y a ORED notamment, donc qui est un peu le pendant du GIGN. C'est pareil. Il n'y a que l'appellation qui change. Les hommes, sont valables autant les uns que les autres. Le truc, c'est que à une époque. Quand il y avait des prises d'otages ou qu'il y avait je pars de loin parce qu'en fait, on arrive à faire des formations qui partent de la négociation de ces unités d'élite. C'est-à-dire que au départ, quand il y avait tous ces trucs, les gens, le passage à l'acte se faisait très vite. C'est-à-dire que le type répondait pas, les sommations, boum, et il y avait des blessés graves, voire des morts. Et en fait, il y a eu une réflexion qui a été faite. Alors, je vous parle que du RAID, parce que je connais un peu mieux le RAID que le GIGN, et surtout plus même. Et donc, en fait, le RAID a mis au point, au niveau des cellules de négociation, une espèce de méthode qui permet déjà de connaître le type qui est en face de vous, qui est armé, le type ou la femme, puisque maintenant, c'est tout sexe confondu, tout le monde est concerné.
Et en fait, cette base cette méthode, elle permettait, de connaître l'environnement familial tout de suite de la personne là, qui est face à vous. Vous connaissez ses demandes par un questionnement intelligent, ce qu'on appelle l'écoute active. C'est-à-dire qu'en lui posant quelques questions, enfin même plusieurs, en étant patient, en écoutant, en sachant ce que la personne veut, on peut arriver à des solutions pacifiées. Donc ils sont partis de ce système-là où il y avait des prises d'otages, etc., etc. Et en fait, ils ont vulgarisé, si je peux dire comme ça, pour redescendre un peu en gamme. Hein. Je suis désolé, les incivilités, c'est pas une prise d'otage. Mais en fait, le truc, c'est que ça correspond au même schéma. C'est-à-dire que quelqu'un qui est à cran, si vous lui faites une réponse automatique tout de suite, eh ben, ça va partir en live, comme on dit par ici. Et donc, en fait, il peut y avoir un passage à l'acte physique violent. Alors que si vous prenez du temps, si vous parlez, alors c'est facile à dire, hein, mais il faut prendre le temps. Il faut savoir perdre du temps pour en gagner par la suite. Hein. C'est-à-dire que si vous perdez du temps au départ, ben, vous allez connaître la personne qui est face à vous. Vous allez pouvoir discuter en même temps des problèmes qu'il a. Et vous allez comprendre ses demandes derrière son acte. Donc, en connaissant ses besoins, sa demande personnelle, vous allez pouvoir lui répondre. Donc, il y a eu des exemples qui ont été faits. Il y a eu des assauts qui ont été évités parce que les gars de la cellule de négociation étaient... Alors, GIGN, pareil, hein, c'est les mêmes cursus. En fait, ils discutent avec le preneur d'otage. Ils perdent du temps au départ, mais il n'y a pas de mort, c'est pacifié. Voilà. Donc, ces formations qui sont faites, ben, que ce soit le GIGN, la police nationale, par le RAID, par les BRI, par... tous les services, ben, ça a toujours un socle sur la discussion avec la personne qui est en face de vous. Et les incivilités, ben, ça répond au même schéma. C'est-à-dire que quelqu'un qui est agressé, qui vous agresse, ben, déjà, vous prenez un peu de recul, vous le laissez jeter tout son fiel, si on peut dire, vider son sac. Et là, vous comprendrez, il faut être patient, hein, c'est sûr. Dans la rue, vous pouvez vous bousculer quelqu'un, peut-être que vous n'aurez pas le temps. Mais en tout cas, vous avez besoin de l'écouter. Le gars vide son sac et vous pourrez l'aider à... En fait, la négociation, pour être bien, c'est une manipulation. Il faut le laisser parler pour que vous puissiez faire ce que vous avez envie. Voilà. Merci. Alors Philippe Leclerc, ça pose aussi le problème de la disproportion des moyens qui sont mis quelquefois face à une simple incivilité aussi. Oui, c'est vrai, et je voudrais rebondir et poursuivre sur ce que disait Jean-Marc et sur la formation aussi. La technologie est parfois à des limites. La caméra, elle voit, mais elle n'entend pas. D'où l'importance aussi d'installer des dispositifs de captation sonore qui peuvent aider, parce que finalement, les incivilités, c'est pas unilatéral. Et dans certains cas, on peut se demander si la personne au final agressée, celle qui est derrière son guichet, n'a pas participé ou n'a pas elle-même créé une incivilité qui a abouti à un déchaînement de violence, à des insultes, etc. Donc, encore une fois, l'implantation de la technologie, sans aller, ça sera au juste besoin, au juste moyen. On n'est pas dans une société totalitaire avec une mise en place de caméras de vidéosurveillance à tous les coins de rue et puis de l'enregistrement sonore de toutes les conversations. Mais à partir du moment où il y a un risque, où on commence à enregistrer sur un guichet, une zone d'accueil, cet enregistrement sonore, qu'il soit automatique ou manuel, permettra aussi, dans la recherche de la preuve, de distinguer les responsabilités des uns et des autres, et puis d'avoir des actions derrière, peut-être, si ce n'est pas aller trop loin, de formation sur le personnel qui ne doit pas apprendre seulement à répondre à une incivilité, mais aussi à ne pas participer à la génération de cette incivilité. Déclencher, oui. Oui, parce que pour rebondir sur ce que vous dites, il y a par exemple des personnes qui se heurtent à un mur, à un système kafkaïen où ils n'arrivent pas à en sortir pour régler leurs problèmes, et il n'y a personne en face qui répond à leur attente. Et donc, ce que vous disiez, c'est qu'il faut comprendre aussi la personne qui finalement débloque et se livre à une incivilité. En fait, il faut que
l'entité qui discute avec lui soit organisée pour répondre à une demande qui peut être justifiée sur le fond. Je pense qu'un des détonateurs des incivilités, c'est le manque de respect et le sentiment d'injustice. Et à partir du moment où on rentre, il ne doit pas y avoir que ça, mais on rentre dans ce contexte, il y a une montée, il y a une aggravation, une montée de la violence verbale ou physique, qui est d'ailleurs qui est très rapide, on en a parlé, et qu'il faut désamorcer le plus vite possible. Alors, au GPIS, vous l'avez dit tout à l'heure, le maître mot, c'est la désescalade quand il y a un incident. Alors, comment ça se passe concrètement, justement, au niveau de la formation de vos agents ? Oui, alors je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit sur la formation et l'importance primordiale de cet aspect, notamment sur des métiers comme les nôtres, où, comme je vous disais, on est sur sur un champ un peu interstitiel entre la médiation, la sécurité. Il faut savoir bien se positionner. Et comme on est dans des situations parfois qui peuvent être complexes, la formation, elle est indispensable pour que les agents sachent comment réagir en fonction des situations auxquelles ils sont confrontés. Je rejoins aussi le fait que parfois, même sans le vouloir, on peut créer un sentiment d'agressivité. Typiquement, nous, on a changé les équipements des salariés et on est passé du fameux tonfa, donc, qui est quand même assez imposant, au bâton télescopique, donc qui ne se voit pas du tout. Et déjà, rien que ça, on arrive dans un autre contexte. Quand vous voyez arriver des agents avec des bâtons latéraux qui sont quand même assez imposants, ça fait un peu gourdin, ça peut faire violent et un peu agressif. Là, les bâtons télescopiques, on ne les voit pas, ils sont tout aussi efficaces en cas de besoin, mais on n'est pas dans le même rapport. Et donc, il y a à la fois l'aspect physique, il y a aussi la posture que l'on prend, les termes que l'on peut utiliser, le ton qu'on utilise, ça peut être violent. Voilà. Donc il y a un vrai travail un vrai travail récurrent sur ça. Donc on a des programmes de formation. Alors on a toutes les formations obligatoires, le GTPI, voilà, pour qu'on puisse être agréé à porter les armes. Mais en plus de ça, nous on a des formations internes, à la fois pour nos opérateurs qui répondent au téléphone. Donc là, pour le coup, c'est des négociateurs du GIGN qui sont venus former nos agents, parce que c'était déjà aussi faire descendre la pression des personnes qui nous appellent. Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc ça rejoint aussi ce que disait Monsieur Pochbonne. Et après, sur le terrain, vraiment donc des formations sur comment on fait pour, en effet, laisser les personnes s'exprimer. Voilà, il faut les laisser aller jusqu'au bout de ce qu'ils ont à dire. Et ensuite, par contre, à un moment, il faut quand même qu'il y ait un acte d'autorité. C'est-à-dire que voilà, vous avez dit ce que vous aviez à dire. Toujours est-il que vous ne respectez pas le règlement intérieur, vous devez sortir ou vous devez cesser les nuisances, etc. Et encore une fois, il faut aussi savoir où sont ces limites. Nous, on a des limites juridiques qui sont très claires. À partir du moment où on va rentrer dans un cadre où là, il va y avoir passage à l'acte, nous, on doit se désengager. Je veux dire juridiquement, c'est-à-dire qu'on ne peut plus intervenir seul. On doit vraiment être dans un travail partenariat avec les services de police, qui est pour nous, d'ailleurs, je pense, un des facteurs les primordiaux pour la réussite du GPIS sur le terrain. C'est parce qu'on sait que quand on appelle la police, ils viennent, et ils viennent rapidement. Mais parce qu'eux savent que quand on appelle, c'est qu'il y a un vrai problème et qu'on n'a pas su le gérer. Voilà, on est en limite de compétences. Donc voilà, sur la formation, c'est vraiment indispensable, à la fois en effet sur l'utilisation d'outils techno qui sont, pour lesquels on doit former les agents, mais aussi sur l'aspect humain et comment on gère une situation conflictuelle. Et ça, il n'y a que la formation et l'expérience qui permettent de pouvoir gérer les situations de façon apaisée. Et l'expérience, c'est aussi le fait qu'on ne met jamais, par exemple, ensemble des équipes de jeunes arrivants. On met toujours un chef d'équipe qui a plus d'expérience. Voilà, il y a à la fois la formation, mais aussi le tutorat, en fait. Voilà. Merci. Philippe Leclerc, une dernière question, parce qu'on arrive au terme de cette table ronde. Qu'est-ce qu'on fait après une incivilité ? Quel est le retour d'expérience ? Qu'est-ce qu'il y a qui se passe au niveau de l'entreprise elle-même ? Est-ce que toutes ces données sont traitées et sont prises en compte pour l'avenir ? Alors oui, toutes les données sont traitées. Elles font déjà l'objet de statistiques. Il remarque qu'à certaines périodes du mois, ça sera plus tendu qu'à d'autres. À certaines périodes de la journée, ils prennent des dispositions en conséquence, avec parfois l'ajout d'agents de sécurité à des horaires bien précis. Et puis ensuite, c'est la phase de formation pour leurs employés et l'étude de solutions technologiques. C'est là que nous, on peut aussi
intervenir en opérant du sourcing pour certaines sociétés, groupements ou collectivités, et puis en conduisant des expérimentations qui ont là aussi la vertu de voir l'acceptabilité sociale. C'est-à-dire qu'on va étudier auprès du public ou des visiteurs comment ils vont vivre cette nouvelle caméra, ce nouveau scanner, ce nouveau dispositif, comment le site lui-même va vouloir l'intégrer, le directeur de site. Est-ce que ça correspond à l'image qu'il veut donner de son entreprise quand le grand public arrive? Est-ce que les agents de sécurité vont apprécier ces nouvelles technos? Est-ce qu'ils ne vont pas avoir peur que ça substitue à leur propre mission? Et puis, bien sûr, in fine, aujourd'hui, c'est un peu le cœur du problème, c'est le frein, c'est le cadre juridique. Parce que, bien évidemment, toutes ces technos, captation sonore, vidéo, intelligence artificielle, il faut que ça s'inscrive dans un cadre légal. C'est-à-dire qu'il faut que le cadre soit existant. C'est pas ce qui est interdit, ce qui n'est pas interdit est autorisé. C'est dans le cas de ces captations de données. Une captation de données, c'est je recueille votre image, j'enregistre votre son. Il faut que ça soit proportionné, ça doit correspondre à un cadre bien précis et bien identifié. Et l'État, les collectivités travaillent là-dessus pour essayer d'élargir ce champ, puisqu'aujourd'hui, on peut s'en féliciter ou le déplorer, mais on est dans un cadre qui protège vraiment les libertés individuelles, mais qui en même temps obère un peu les capacités de nos outils technologiques dans leur finalité et pour la protection du citoyen, qu'on appelle tous de nos voeux. Voilà, ça peut être un frein un peu dommageable. Voilà, bah écoutez, merci à tous les trois pour cette intervention sur un sujet vraiment passionnant. Merci, au revoir.